Ce balado est propulsé par Caléido, l'épargne-étude qui vous en donne plus. Bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits. Je m'appelle Maggie Bélanger et honnêtement, l'épisode d'aujourd'hui, je pense que ça va être un épisode tout particulier. Je me sens un petit peu fébrile parce que c'est un épisode qui me rend vulnérable, qui va m'amener, je pense, à m'ouvrir parce qu'on va parler d'un sujet qui est important pour moi, puis je sais qu'il est important pour vous aussi, parce que vous avez été nombreuses à m'écrire pour me dire « Maggie, on écoute le balado ». Sarah Hamel, Mélanie Bilodeau, plusieurs intervenantes nous disent que lorsque nos enfants ont un comportement, appelons-le exacerbé, ou qui nous font une bonne vieille crise de bacon, il faut aller voir derrière ce comportement-là, derrière le symptôme pour voir qu'est-ce qui se cache. Est-ce que c'est une grosse émotion? Est-ce que c'est une aptitude qui n'est pas encore maîtrisée? Ou est-ce que c'est un besoin non répondu? Mais c'est quoi un besoin? Puis comment on peut faire comme parents pour y répondre quand parfois nos propres besoins ne sont pas répondus parce que la vie, elle va vite, parce qu'on fait notre possible, puis que des fois, on est un petit peu déconnecté de nos propres besoins. Alors, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui ensemble avec Sarah Hamel, psychoéducatrice, et avec une fille qui est au balado pour la toute première fois, Mélanie Ganimé, humoriste et consultante en relations d'aide. On va se demander, c'est quoi un besoin, afin qu'ensemble, on puisse être à la hauteur de nos tout-petits. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui. Êtes-vous un petit peu nerveuse? Oui. Oui. Non, mais c'est comme un gros sujet, je trouve. Tu sais, on se dit qu'est-ce qu'un besoin? Voyons, on ne fera pas un show là-dessus. Je pense que oui. Tellement. Puis j'essayais justement de me préparer en me structurant la pensée parce que, tu sais, avec le temps, hein, t'as vu que quand que je pars sur une fille, je m'arrête plus. Fait que j'essayais de me structurer pour justement pas trop partir dans toutes les directions. Puis j'ai trop de choses à dire. Mais moi, je vais essayer de vous structurer. Je vais essayer de vous ramener. Et je vous l'ai dit donc d'entrée de jeu, Mélanie Ganimé est là. Bonjour. Salut. Mais j'aimerais ça, Mélanie, on va résumer, mais expliquer aux gens, parce qu'il y en a peut-être qui se disent, Mélanie a son propre podcast, Mélanie Consulte. Elle est humoriste, elle est consultante en relations d'aide. Qu'est-ce qu'elle fait à la hauteur de nos tout-petits? Ah, ben là, c'est ça. Moi, je connais une fille qui s'appelle Maggie Bélanger, qui est super chaleureuse, accueillante et généreuse. Puis elle m'a dit, hey, ça te tente de t'en venir? On va parler de besoins. Puis j'étais comme, oh yeah, c'est un de mes sujets préférés. Oui. Fait que j'ai accepté l'invitation. Mais oui, je pense qu'on est multipotentiel dans la vie. Faut l'accepter en première étape, hein, quand on se dit qu'on a le goût de se donner le droit d'essayer plein d'affaires. Fait que depuis 15 ans, je suis humoriste. J'ai toujours trippé sur les comportements humains. J'ai un podcast où est-ce que c'est moi la cliente. Je vais consulter des spécialistes experts dans leur domaine. Et aujourd'hui, tu es là comme experte, c'est ça que j'ai. Ah, ça, c'est drôle. Ben, oui, c'est un on gros change mot, de je trouve. C'est un gros mot, mais on pourrait dire comme une passionnée des comportements humains. Oui. Et la maman d'Enzo, parce que là, je peux vous le dire, si vous entendez des fois que ce soit des petits manchouillis ou quoi que ce soit, Mélanie est venue avec le beau Enzo, que vous pouvez aller voir sur ses réseaux sociaux. Vous allez voir, il est charmant. Beau. Alors voilà, si vous l'entendez, juste c'est préciser normal. que Enzo, c'est un chien, là. Oui. Non, parce que jusqu'ici, ça sonnait comme si c'était son chum ou son enfant, le beau Enzo, qui mâchouille en arrière. J'avoue que c'est louche. Non. C'est un chien et là, il se promène dans le studio. Il vit sa vie. Oui, Voilà. sa vie de chien. On a caché des croquettes partout. Fait qu'on va souhaiter que ça marche bien. Bon. Je suis convaincue. Allons-y. Donc, mesdames, vous allez peut-être me trouver naïve, mais lorsque j'ai pensé à ce sujet d'épisode-là, je me disais, est-ce que les gens vont me trouver un peu épaisse de pas nécessairement savoir c'est quoi un besoin? J'ai même eu besoin d'aller dans le dictionnaire Larousse juste pour voir, tu sais, c'est quoi la définition d'un dictionnaire? Puis ça dit qu'un besoin, eh bien, c'est quelque chose qu'un humain ressent et que s'il n'est pas comblé, ça peut affecter sa vie. C'est ce qu'il donne comme définition. Je trouve ça large, mais précis à la fois, puis je voulais qu'on parte avec ça. C'est drôle parce que cette nuit, je faisais de l'insomnie en pensant à ça. Puis justement, j'essayais de me monter une définition maison. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire à notre survie, carrément, là. Fait que, tu sais, c'est là que souvent, c'est important qu'on fasse la distinction chez nos enfants entre un besoin et un caprice. Ouais, un désir. Ouais, c'est ça, exactement. Puis,
ben souvent, là, il y a des besoins, des réels besoins qui vont être interprétés comme des caprices ou des désirs. Genre le fameux besoin d'attention, là. Oui. Ben souvent, ça va être interprété comme un caprice, mais c'est un besoin fondamental pour la survie de l'espèce. Parce que nos enfants, ben, ils dépendent d'un adulte mature et fiable pour assurer sa survie. Donc, quand je donne de l'attention à mon enfant, quand je m'occupe de lui, je suis en train de lui montrer, ben, je m'occupe de toi, donc j'assure ta sécurité, donc j'assure ta survie. Mais quand je lui dis, là, je m'occupe pas de toi. Là, je peux pas m'occuper de toi. Je m'occupe de mes carottes puis de mon poulet cru qu'il faut que je coupe. Dérange-moi pas. Ben là, c'est sûr qu'il va y avoir un besoin non comblé parce que là, pour lui, je suis plus en train je suis plus disponible à m'occuper de lui. Donc, il est laissé à lui-même. Puis avec son besoin. Oui, c'est ça. Personne pour l'aider. Exactement. Le besoin de connexion chez nos enfants, c'est le besoin fondamental. C'est le besoin le plus important de tous, là. Ah, oui. Plus que manger puis dormir. Ah, Ouais. OK, excuse-moi. Le besoin de connexion est un besoin fondamental, plus important que manger et Oui. dormir. Parce que justement, dans mes questions, j'allais dire, ça peut sembler simple. Des fois, lorsqu'ils sont petits, bon, évidemment, ils ont besoin d'être changés, de manger, de dormir, tout ça. Les besoins de base physiologique, on dirait que ceux-là, on les comprend mieux. Ouais. Mais le besoin de connexion est encore plus grand. Ouais, puis ça, on l'a vu dans les orphelinats en Europe de l'Est. Tu sais, je sais pas c'est quoi la situation actuelle des orphelinats en Europe de l'Est, mais là, une couple d'années, c'était l'horreur. Là. Ça pouvait être comme des centaines de bassinettes pour une madame qui va justement s'occuper son des besoins mieux. physiologiques des enfants, mais qui répondait pas aux besoins affectifs, qui les prenait pas, qui les touchait pas, qui les berçait pas, qui leur parlait pas. Donc, on voyait des comportements de rocking, là, de balancement, des comportements d'automutilation des enfants qui se pétaient de la tête sur les murs, sur les murs, pas les murs, mais les barreaux de bassinettes. Tu sais, puis c'est des enfants, après ça, que si on essayait de les toucher, qu'on les approchait, il y avait des grosses réactions super, super explosives. Fait que les enfants qui sont privés de ce contact-là, de cette connexion, de cet amour, de cette chaleur, de la proximité physique, ceux qui sont privés de ça, ben ça a des conséquences incroyables sur leur développement. Puis même, on le voit, hein, tu sais, quand il y a une catastrophe naturelle, notre réflexe numéro 1, c'est pas d'aller chercher de la bouffe puis de l'eau, c'est d'aller chercher nos proches. Oui, c'est vrai. De se regrouper tous c'est ça. ensemble pour se mettre à l'abri. C'est le besoin le plus important. On est des êtres sociaux. Puis on carbure à cette connexion-là. Puis quand on l'a pas, on va tout faire pour l'avoir. On tombe dans la poursuite de l'autre. De l'autre. Uh-huh. Pour combler notre propre besoin. Et puis c'est là qu'ils vont apparaître des comportements de recherche d'attention négative. Que là, on va dire, ben non, moi, je donnerai pas d'attention à ça. Ouais, parce que ça, ça, sinon, je je suis vais capable. payer pour le comportement. Ben non, au contraire. C'est le signal là, que là, il y a besoin d'être rassuré par rapport au lien affectif, par rapport à notre connexion, puis par rapport à notre disponibilité de nous occuper de lui. Je comprends. Sauf que, est-ce que toi, Mélanie, de ton côté, tu dirais, parce que là, on a parlé aussi beaucoup de l'enfant, mais dans cet épisode-là, je trouve qu'on va valser entre l'enfant et l'adulte. Je pensais qu'il y a le chien. Je suis déçue. Parce que c'est la même chose pour le chien. Ah, mais mon C'est la même expertise affaire. en chien est plutôt limitée. Mais en ce sens que c'est difficile des fois d'aller voir le besoin non répondu derrière la réaction de l'enfant quand on ne sait même pas pour nous-mêmes comme adultes c'est quoi nos besoins, quels sont nos besoins peut-être non répondus actuellement. J'imagine, j'ose croire que ça varie dans le temps aussi. Fait que tu dirais de ton côté, toi, avec une perspective plus adulte, avais-tu cette même définition-là du besoin? Ben en fait, je vais utiliser ce qu'elle vient de dire parce que, c'est super intéressant, c'est super découpé par rapport aux besoins puis les comportements qui viennent avec. Le besoin de connexion, c'est ultra puissant. Puis la connexion, elle peut se passer de soi vers l'autre, Ouais. de l'autre vers soi, mais elle peut se passer de soi à soi. Le besoin, quand on veut être en mesure de l'identifier, ben il faut se permettre de le ressentir. Fait que c'est sa connexion à soi-même, je pense, qui commence en premier. Puis c'est en montrant, j'imagine, là, moi, je peux pas aller là-dedans parce que ça fait pas partie de mes connaissances du tout, mais quand on apprend soi-même à se connecter à soi, j'imagine que dans l'éducation des enfants, ben tu vas montrer ta connexion à l'enfant, mais pour lui montrer sa connexion à lui aussi, Ben oui. envers lui-même. Fait que le besoin de connexion, que ça soit quelque chose de primordial, ben ça part de soi. Pour être capable de se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent, parce que c'est dans le senti qu'on va être capable d'identifier c'est quoi notre besoin. Puis comme elle le disait d'entrée de jeu, un besoin, c'est essentiel.
On sait pas d'où ça sort, un besoin. On peut pas l'expliquer. Il y a pas de... Il n'y a pas de liste de besoins. Il y a des listes de besoins. OK. Non, Oui, mais pour être capable de les nommer, ça prend un vocabulaire des fois, puis on n'a pas nécessairement le vocabulaire qui va être associé à ce qu'on ressent. Parce qu'on n'a pas nécessairement appris à identifier ce qu'on ressent, puis on n'a surtout pas, on n'a pas appris à se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent. OK. Là, ça, c'est gros. On va le décortiquer parce que tu l'as dit tout à l'heure aussi, le besoin de connexion avec l'enfant et tout. Bon. La science, elle évolue, les recherches évoluent, on en sait de plus en plus. On sait maintenant à quel point, justement, c'est important, mais on se cachera pas, sans égard à mes parents. Mais bon, moi, je suis une enfant qui est née dans les années 80, puis j'allais dire même avant, c'était pas vraiment une approche qui était inconnue. Les gens ne le savaient pas, puis deuxièmement, encore bien moins valorisée. Donc, si nous, on a plus appris à... Je vais arriver tantôt, patiente, regarde, à refouler nos besoins, puis qu'ils ne soient pas nécessairement comblés, puis que, regarde, c'est la vie, puis on avance là-dedans. Comment on peut faire comme parents, d'abord, pour se connecter à soi, pour ensuite être capable de le voir avec nos enfants? C'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, on essaie de sauter une étape. On veut tout de suite tout donner à l'enfant, mais si on ne le maîtrise pas nous-mêmes, on dirait que j'ai l'impression que ça se peut pas. Mais en fait, c'est pas obligé d'être séquentiel comme ça. OK. Pas du tout. Parce que nous autres, on doit réapprendre. OK? On va se parenter, nous autres aussi. C'est ça. Okay. Nous, là, on l'a pas eu, ça, quand on a grandi. On s'est fait dire, justement, ben là, partage à ton petit frère, là, parce qu'il veut. Fait qu'on a ignoré notre besoin de nous s'approprier notre nouveau jouet, mettons, tu sais, qu'on vient d'avoir. On a donc appris à ignorer nos besoins pour pas déranger, pour plaire, pour être adéquat, pour pas perdre l'amour de l'autre, OK? Donc, nous, on doit réapprendre ça. Mais une bonne façon de le pratiquer, parce que des fois, c'est dur de le faire avec nous autres. C'est très challengeant. Mais de le pratiquer avec notre enfant, c'est plus facile. Donc, d'être justement ce défenseur-là des besoins de notre enfant, ça va nous développer, nous changer notre propre discours interne. Ça nous donne l'occasion de le pratiquer parce que étant donné que c'est pas nous, là, le pas fin qui met ses besoins de l'avant, ben, on est... Puis c'est pas vrai là, qu'on est des pas fins quand on met nos besoins de l'avant, là, mais c'est notre discours interne qui est super internalisé. Mais justement, comme là, c'est pas nous qui le faisons, on le fait pour notre enfant, c'est moins confrontant, c'est plus facile de le pratiquer. C'est comme, pour moi, le premier step vers cette autocompassion-là, vers cette façon, vers ce changement de discours. OK. On dirait que moi, j'avais vraiment l'impression que si on le comprenait pas pour nous-mêmes, on n'allait pas savoir le décoder chez l'enfant parce que des questions qui me viennent aussi beaucoup. Bon, par exemple, le besoin d'attention lorsque le parent est occupé, c'est une chose, mais il y en a tellement d'autres besoins. Des fois, on voit la réaction, mais c'est dur d'aller au-delà pour trouver le besoin. On dirait que si nous-mêmes, on n'est pas connectés à nos besoins, est-ce qu'on est capable d'imaginer que ça peut être le besoin de l'enfant? Ben, je veux dire, naissant, bon, on s'entend que les besoins de base, les besoins de connexion, mais tu sais, à 2, 3, 4, 5 ans, il ne va pas nous nommer nécessairement son besoin. Là. Effectivement, mais je veux juste rewinder un petit peu, parce qu'il y a une affaire qui est vraie, par exemple, dans ton raisonnement, c'est que si... L'humain, il est fait pour assurer sa survie, OK? On est programmé pour ça. Donc, si, justement, j'ai un besoin non comblé, ma survie est comme menacée, là, OK? Je me mets en état d'alarme. Puis là, toutes les ressources de mon corps vont être mobilisées à répondre à ce besoin-là. Ça se peut que j'aie un besoin non identifié. Je suis même pas consciente que j'ai un besoin non comblé. Mais n'empêche, toutes les ressources de mon corps sont mobilisées à répondre à ça. Ce qui fait que je suis centrée sur moi et pas sur le besoin de l'autre. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé concrètement avec ma fille. C'est l'heure de la sieste. Puis là, moi, j'ai une cocotte qui est facile à endormir normalement pour la sieste. C'est pas compliqué. Puis là, ben mon chum, il est en train de réchauffer ma pizza. Fait que je dis, ben c'est pas... Bien, réchauffe-là ma pizza, je vais aller endormir Elisabeth, je reviens, je vais manger après. Donc là, moi, je m'en vais faire ma tâche d'accompagner ma fille dans son endormissement avec le ventre vide, donc avec un besoin non comblé. Puis là, ben... C'était long. Ça a donné que là, c'était long cette fois-ci. Elle avait de la misère à apaiser son petit corps. C'était difficile. Elle était elle était en surcharge, elle, OK? Au niveau sensoriel, au niveau émotionnel. Ça avait été une grosse matinée à la garderie, puis c'était pas évident pour elle. Sauf que ça, je le voyais pas. Parce que tout ce que je voyais, c'était que là, moi, j'avais faim. Moi, j'avais besoin qu'elle s'endorme là. Oui, c'est ça, dépêche, j'ai faim. Fait que là, dans le fond,
là, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai comme mis en charge de la réponse à mon besoin. Là, Elisabeth, va falloir que tu fasses dodo, là, parce que là, moi, j'ai faim. Moi, il faut que j'aille manger. Fait qu'il faut que tu t'endormes plus vite. Là, je mets une pression de performance, puis je la place en charge de la réponse à mon besoin. Allô, la pression de performance, puis allô, comme... Elle a 3 ans, là. Elle peut pas assumer ça sur ses petites épaules frêles, la réponse aux besoins de la grande personne qui est supposée être en charge de ma sécurité et de ma survie, tu sais. C'est vrai. Fait que là, ça a alarmé ma poponne. Oui, parce qu'elle a dû dire, elle va se oui. dépêcher à s'en aller. Là, si elle s'en va, moi, je vais pas dormir. Puis là, Elle sentait un ultimatum. Ça, les ultimatums, c'est comme la pire affaire, autant pour nous, les Ben adultes, oui, ben que pour oui. un enfant, Ben tu sais. oui. Fait que là... Je ne faisais que des interventions marquées par la déconnexion puis la séparation, du genre, justement, ben là, endors-toi puis vite parce que sinon je m'en vais. Hey. Ben oui. Là, c'est moi, je faisais juste sacrer la hache dans notre lien affectif puis dans son sentiment de sécurité. Fait que, à un moment donné, il a fallu que je réalise, là. Mais c'est tough, ça, s'en rendre compte sur le. Tu sais, quand t'es Oui. collé sur l'arbre, t'as Ben, pas la forêt, hein? c'est surtout que t'as faim maintenant. Mais bref, il est arrivé quoi? Avez-vous fait un switch puis Ben, ton chum est allé il a l'endormir? fallu puis t'as que je dise, mangé? hey, tu sais quoi, Elisabeth, là, on recommence à zéro. Je vais manger ma pizza. Je veux que t'es bonhomme, OK? puis on revient. Ouais, j'ai mangé ma pizza, j'ai répondu à mon besoin, puis là, j'ai dit. Puis là, une fois que mon besoin était répondu, là, j'étais en mesure de voir que hey, c'est pas facile pour toi, ma popoune, hein, aujourd'hui. C'est difficile de calmer ton corps, c'est difficile de t'endormir. C'est correct. Toi, t'as pas besoin de savoir comment t'endormir. C'est mon travail de t'aider, ma cocotte. Viens-t'en, je vais te bercer. Viens-t'en. Je m'occupe de toi. OK? Fait que là, j'étais en mesure, une fois que mon besoin était répondu, là, j'étais en mesure de voir le sien. Mais tant que le mien n'était pas répondu, j'étais pas capable. J'étais pas capable parce que c'est le même principe que si on est sur une île déserte, puis que là, on m'amène un petit jambon, là, puis j'ai pas mangé depuis 3 semaines, je vais avoir de la misère à partager mon petit jambon. Tu sais, je vais avoir de la misère à être. Moi, je le partagerais pas, je Ben, pense. c'est ça. Tu sais, ta survie en dépend. Ben, c'est ça, un besoin non répondu. OK? Ça déclenche vraiment un instinct de survie qui est comme. qui est inexplicable, là. Tu sais. Puis tu t'en rends pas compte de ça. C'est dur de mettre des Non, mots c'est ça sur le là-dessus. moment. Mais est-ce qu'il y a des besoins, justement, chez l'adulte? Parce que là, je trouvais que c'était un excellent exemple. Tu sais, ta fille, elle vivait sa vie d'enfant. Mais reste que nous, comme parents, on est toujours en relation. Donc, j'ai l'impression aussi que nos propres besoins non répondus, comme dans ce cas-ci, le fait que tu aies faim, mais ça a clairement eu un impact sur sa vie à elle, quand dans le fond, elle avait absolument rien à voir ni avec ta faim, ni avec ta pizza. Oui. Mais là, on parlait d'un besoin physiologique. On dirait que c'est plus clair. Ouais. Mais tu sais, l'adulte, on a plein de besoins aussi d'émancipation. On parlait tantôt d'obtenir de l'attention. Tu sais, je veux dire, oui, les enfants veulent de l'attention, mais les adultes aussi, on en a besoin d'avoir une certaine forme d'attention, de reconnaissance. Est-ce qu'il y a des besoins comme ça chez l'adulte pas qu'on oublie plus facilement, je sais que ça peut changer d'une personne à l'autre, mais il y a sûrement certains besoins qui, plus facilement, on dirait, on les met de côté. Peut-être une question d'éducation. Bien, avant d'aller dans cette question-là, j'aimerais ça compléter avec quelque chose. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait de se pratiquer un peu ou d'aller valider le besoin de l'enfant. Moi, j'ai pas d'enfant. Tu sais, je suis pas une spécialiste pantoute de tout ça. Là. Tu sais, c'est pas dans ma cour. Mais je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'adulte en général, ne serait-ce que pour soi-même, de devenir responsable, d'apprendre à se connaître, responsable d'apprendre à identifier ses besoins. C'est super de se pratiquer avec les enfants. Les enfants, c'est des miroirs aussi. À un moment donné, on est capable de comprendre quel vocabulaire on va utiliser pour l'enfant ou juste être en connexion avec quelqu'un d'autre. Tu sais, il y en a des gens là, qui ont aucun vocabulaire émotionnel, qui ont aucun vocabulaire pour les besoins. Puis ça devient pratique. Plus tu connais ton propre vocabulaire ou que tu es capable de nommer besoins, émotions, ben ça devient plus facile dans une conversation avec quelqu'un d'autre aussi. Ben oui. De dire à la personne comment tu te sens, quel mot tu mettrais là-dessus, t'aurais-tu une image, tu sais, pour, ben oui, on en a un qui grouille les jouets avec ton manteau. Oui, c'est parce que moi, j'ai des treats. Moi aussi, je suis une dog mom. J'ai des dog treats dans ma poche. Il va me défoncer. Il va détruire Ouais, ton c'est ça. manteau. Je vais le monter. Tiens, donne-y ça en échange. Oui, Bon. pas cher. On fait du trade de croquettes. Oui, voilà. On s'échangera nos croquettes. Fait que, tu sais, je pense qu'on a une responsabilité humaine envers nous-mêmes avant tout. Tu sais, l'espèce d'exemple que tout le monde utilise constamment, qui est un peu cliché, mais que moi, je m'en fous que ça soit cliché parce que c'est super utile. Quand t'es dans l'avion, s'il arrive quelque chose, l'oxygène, t'as mis sur toi à premier. C'est vrai. Puis après, tu vas pouvoir aider les autres parce que tu peux pas mettre de l'oxygène sur tes enfants ou les gens d'à côté si tu respectes plus, tu sais. Exact. Fait que c'est un peu la base de dire, on va apprendre à se connaître, à identifier notre langage, à identifier c'est quoi le mot, parce qu'on met pas tous les mêmes mots sur les mêmes sensations.
Ah. Oui, parce C'est intéressant, mais en même temps, ça devient confondant parfois. C'est pour se comprendre. C'est pour ça que ça vaut la peine d'apprendre à nommer puis à comprendre, à identifier comment on se sent dans certaines situations pour faire est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui est pas comblé, tu sais, de quoi j'ai besoin. Mais en même temps, c'est tellement dur de se poser la question de quoi j'ai besoin là. Ça, c'est la pire affaire. C'est quoi mon besoin non comblé? On dirait que c'est anxiogène. C'est En tout très cas, moi. anxiogène parce que tu te dis pourquoi je trouve pas, pourquoi je sais pas, c'est quoi je me connais pas, c'est quoi mon problème. Fait que ça, à un moment donné, ça peut devenir super anxiogène de pas trouver comment on se sent, mais en même temps, on est souvent dans la performance, dans la stratégie mentale, dans l'organisation, dans la planification. Puis ça, c'est pas du senti. Non, c'est ça. On est vraiment dans... Puis c'est super utile, là. Ben oui, puis surtout quand on est parent, on le sait, là, la charge Ben mentale. oui, complètement. c'est ça. Mais j'ai l'impression que parfois, on se laisse prendre puis qu'on est... Complètement. Peut-être pas 100% du temps, ce serait beaucoup, mais une majorité de notre temps vraiment dans la tête, puis on se connecte plus. Mais pour revenir aux exemples que Sarah vient de donner, Mélanie, tu nous amenais sur le fait que parfois, on a tendance, puis je dis pas ça pour dire qu'on est des méchantes personnes, mais à se tourner vers les autres, vers l'extérieur pour justifier des choses au lieu d'aller voir à l'intérieur. Ben c'est plus facile. C'est moins confrontant. C'est moins confrontant. On est habitué d'être dans notre tête, aller dans le senti. C'est parce que dans le senti, quand on descend là pour vérifier comment on se sent, mettons que c'est de la joie, c'est le fun. Mais mettons que c'est de l'anxiété, mettons que c'est de la tristesse, mettons que c'est de l'isolement qu'on ressent, là, c'est moins le fun. Fait que par mesure de protection, les humains, c'est juste normal, là. Tu sais, on aime mieux pas aller là. Est-ce qu'on peut dire que dès qu'on se connecte à nos besoins, à notre senti, on devient assurément vulnérable? Assurément. Ben oui, 100%. c'est ça le danger. C'est ça. Fait que c'est pour Ben ça oui. qu'on En peut aller guillemets, là. on peut mettre Danger, en guillemets. oui, Ouais, c'est ça. C'est ça le risque. De... C'est la croyance, c'est que c'est un risque. Quand dans la vraie vie, bien accompagné, si on est dans une situation plutôt difficile, c'est faisable, puis même avec soi-même tranquillement en douceur, sans se donner de performance dans apprendre à se connaître, là, parce que ça peut devenir un danger. Mais Oui, tu sais, la ça course se au fait bonheur. très Mais bien. c'est ça, c'est que c'est nécessaire. Ben, c'est ça. Dans le fond, là, quand je dis le risque, ben, c'est le risque d'expérimenter des sensations qui sont inconfortables. C'est pas dangereux. Une émotion, aussi désagréable soit-elle, c'est pas dangereux. Ça C'est va d'être tout passer. seul dans une émotion qu'on comprend C'est pas, ça. qui amène la détresse. Citation du docteur Gaber Maté. Mais, J'ai bien aimé ça. Citation, oui. mais c'est que si, justement, là, je remets ça sur la responsabilité sur l'autre, genre, non, là, maintenant, il va falloir qu'il apprenne à s'endormir plus vite, là, parce que moi, j'ai besoin de mon temps pour moi. Tu sais, si je remets la responsabilité sur l'enfant ou sur l'autre, là, Le conjoint. peu importe, si je remets ça sur l'autre, ben là, je me prive d'une occasion en or de plonger dans mon monde intérieur puis d'aller grandir, d'aller identifier c'est où que j'ai besoin. Probablement que ça va venir avec une grosse culpabilité pas Mais longtemps là, c'est là que je m'en venais, là, C'est parce ça. que je sais que vous êtes deux lectrices de Brené Brown. Ah, Si c'est quelque chose... Brené. C'est pour ça que je me suis permis de la nommer. Brené Brown. Non, mais pour vrai, à la maison, c'est la culpabilité qu'on vit tous. Je pense qu'il n'y a aucun humain qui a jamais ressenti Ben non, la culpabilité. c'est une émotion. C'est une émotion, par tant d'autres. Mais si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous dis, ce sont quand même de bonnes briques. Là. C'est une démarche, mais procurez-vous les livres de Brené Brown. Vous allez voir, elle donne énormément d'exemples et les livres sont traduits aussi en français parce que ça peut être un peu aride en anglais. Mais elle nous amène beaucoup justement sur la culpabilité et le sentiment de honte. ouais. Est-ce que, dans le fond, ce qu'on a peur, c'est si je vais voir à l'intérieur de moi. OK, on va prendre un exemple. On va me prendre moi. Là. Je me prête au jeu, mais ne me jugez pas. En ce moment, je suis à Montréal. On enregistre cet épisode. C'était important pour moi. J'avais besoin de m'émanciper, de faire mon travail. Quand je le fais, j'ai du plaisir. Ça me fait ressentir de la joie. Je suis bien. Mais quand je suis partie, pensez-vous que mes enfants étaient très heureux que je m'en aille? Pas tant. Fait que, maman, on aimerait ça que tu sois là, on a besoin de toi, on a envie d'être avec toi, tout ça. Bon, ça vient des fois avec des pleurs, des fois c'est correct, mais qu'est-ce qui est arrivé? Sentiment de culpabilité. Mais mon besoin actuellement, parce que même si je les aime plus que tout au monde, j'avais besoin de venir faire ça. J'avais envie d'être avec vous autres. Pour moi, ça faisait partie d'une façon de me réaliser comme personne. C'est ce que j'allais dire. Mais j'ai comme l'impression des fois que c'est un peu au détriment de eux. Fait que clairement, ça m'a amené de la culpabilité. Puis, si on va plus loin, on peut se dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Ah, ben c'est une mauvaise mère, parce qu'elle passe son besoin avant ceux des autres. Tu sais, la honte, elle vient aussi beaucoup en lien avec le regard des autres. Je peux te répondre? Oui, vas-y. C'est Non, que, moi, j'aimerais mieux. tu sais, je trouve que en ce moment là, quand on parle de parentalité, il y a comme souvent il y a des
une dichotomie, une dualité. T'as le clan là, de ceux qui sont comme OK, là, c'est bien beau les besoins des enfants, là, mais là, moi, puis go, là, c'est correct, on pense à nous, puis on s'émancipe, patati patata. Ou on se sacrifie, puis on a des martyrs, puis là, on se dévoue 100% à notre enfant. Moi, je trouve que, tu sais, c'est cette polarisation-là est néfaste parce que ça nous amène à choisir un ou l'autre, alors que ça devrait pas. Les besoins des deux sont importants et c'est possible de répondre aux besoins de tout le monde. Tu sais, c'est possible de partir de chez nous, mais en maintenant quand même la connexion avec notre enfant. Tu sais, dans le fond, là... Et ils ne sont pas seuls, by the way. Là, ils sont avec les parents, ils ont bien du fun. Ils ont fait des trucs de lutin. Honnêtement, hier, on a fait un FaceTime, ils étaient super heureux, puis ils pensaient même pas à nous autres. Tu sais, nos enfants sont programmés pour chercher de la proximité avec nous autres. Fait que c'est sûr qu'ils vont résister à tout ce qui implique une séparation. Puis c'est là qu'il faut se dire, là... Mon enfant, est-ce que je l'abandonne ou je me sépare momentanément? Puis il y a moyen de se séparer de nos enfants sans couper la connexion. Fait qu'il y a moyen que j'aille aller prendre un drink avec mes amis le soir. Il y a moyen que j'aille faire mon cours d'aquaforme. Il y a moyen que j'aille faire mes affaires qui me font du bien, qui remplissent mon réservoir d'énergie pour ensuite être capable de bien m'occuper d'eux puis, tu sais, d'avoir l'énergie nécessaire pour être à l'écoute de leurs besoins puis tout, là. Mais il y a moyen que je fasse tout ça sans les abandonner puis sans justement couper la connexion. Mais qu'est-ce qui coupe justement la connexion? Bien, ça va être des interventions qui vont être marquées par justement une séparation plutôt qu'une intervention qui va inviter l'enfant. Okay. Mais exemple, si en partant, j'avais dit, là, on pleure pas, là, maman revient dans 2 dodos, c'est assez... je vais revenir. Ouais. Versus, je comprends que tu as de la peine. Quand maman, elle a des choses à faire. Tu sais, maman, elle part, mais c'est correct, c'est normal. Puis des fois, je leur donne un exemple. Je leur dis, tu sais, maman aussi, elle s'ennuie. T'es pas tout seul dans ce bateau-là, maman, là. Mais t'es en sécurité, t'es avec papi, mamie. Puis s'il y a quoi que ce soit, tu sais, on s'appelle. Mais oui. Ce qui est intéressant avec la culpabilité aussi, c'est que la culpabilité, ça cache énormément de peur. Puis les peurs, c'est une zone où on n'aime pas aller. Ben non. Parce que c'est très vulnérabilisant. Et puis c'est une des choses qui est plus terrorisante de confronter parce que ça nous oblige à prendre nos responsabilités. Moi, je reviens tout le temps à la notion de la responsabilité parce que c'est comme ça qu'on devient présent à nous. Donc, quand on vit et on est habité par un sentiment de culpabilité, un exercice qui peut être intéressant, c'est de se demander « j'ai peur de quoi, dans le fond? » Puis pas dans le sens, on va trouver, ben t'as peur de rien. Ça n'a pas rapport, on va en trouver un paquet de peurs parce que c'est ça qui crée la culpabilité. Mais quand on va en profondeur puis on commence à nommer comment on se sent, c'est vraiment un exercice important à faire, de trouver son vocabulaire émotionnel. Là, parce que identifier ses peurs, c'est terrorisant. OK, ça va être inconfortable. Mais de dire... Hey, j'ai peur que mes enfants manquent de quelque chose. OK? Dans ma culpabilité, j'ai aussi peur qu'ils m'aiment moins. Oui, j'allais dire, qu'ils m'aiment plus quand je vais revenir. J'ai peur de ce que les autres autour de moi vont dire parce que des fois, quand on apprend à nommer puis à répondre à nos besoins, on a des gens autour de nous qui le font pas nécessairement. Donc, ils jugent ça. Mais là, le jugement, c'est l'affaire la plus importante dans cette phrase. Oui, c'est ça. Là. Parce que quand on est habité par de la culpabilité, ça cache énormément de peurs. Mais il y a des peurs qui sont comme plus superficielles que d'autres. Tu sais, il y a comme des peurs où ça va être la peur du jugement du voisinage. Ben oui. La peur du... Mais des fois, c'est une peur directement que ça brise la relation avec l'enfant. C'est pas le même degré de peur, mettons. Ben non. Parce que ça vient pas de la même place. Mais... est-ce que c'est des peurs qu'on est capable de dealer avec? Est-ce qu'on est capable de dealer avec les conséquences? Ouais. Mais a priori, c'est de se donner le droit d'avoir peur parce que c'est normal qu'on ait peur. Tu sais, on n'est pas là pour se taper sa tête. « Oh, t'as encore peur que le voisinage te juge, t'es bien conne! » Non. Gars, ça t'habite. Parce que peu importe, là, tu sais, je vais y aller grossièrement, là. Mais mettons, t'as vu tes parents bitcher ses voisins quand ils étaient plus jeunes parce que eux autres, là, ils laissaient leurs enfants puis ils allaient voyager. Là, toi, t'emmagasiné ça. Fait que là, tu viens pour partir, puis là, tu te rappelles que, ta mère a bitché ses voisins quand elle allait tout le temps en voyage. Puis là, toi, t'es en train de partir à Montréal faire tes podcasts. Tu vaux pas mieux que la voisine. C'est vrai. Fait que le souvenir, le sentiment de jugement, il est comme... Il remonte. C'est plus fort que nous autres. Ben, c'est la peur d'être jugé. C'est la peur qui remonte. Fait que là, vu que la peur, elle arrive, des fois, pour se déculpabiliser, on va se juger en se disant, mais si je me juge, c'est comme si j'embarquais un petit peu dans une genre de fausse humilité.
pour se déculpabiliser, mais ça marche pas. Tout ça, c'est de l'illusion. C'est comme des stratégies mentales qu'on utilise. Fait que dans le fond, j'aurais pu dire, dans la fausse humilité, ben, je m'en vais, là, mais c'est parce que c'est pour le travail. Tu sais, j'ai pas vraiment le choix. Tu sais, j'aurais pu me trouver quoi, une excuse? Ça aurait été ça un peu? Ben, d'un côté, Pour que ça oui, aille mais moins au souvent, fond c'est des quelque choses. chose qu'on essaie de s'auto-gérer. C'est de l'espèce d'auto... C'est quand on se fait des accroires, où on essaie de se convaincre soi-même. Tu sais, puis après ça, on met ça cute de dehors. Mais tout ça, c'est de la bullshit, là. Et dehors et en dedans, là. Tu comprends? Non, mais j'ai-tu le droit de bullshit? Oui. Parce que bullshit, j'ai vraiment dit que non, mais à un moment donné, c'est parce qu'on peut vivre dans notre bullshit, là, mais à un moment donné, c'est assez, tu sais, les illusions. Ça ne fait que nous déconnecter de soi. Puis comme on a commencé l'épisode, Oui. un des besoins primordiaux, c'est d'être en connexion avec soi-même, être connecté à son être. Tu sais, c'est pour ça, tu sais, je sais qu'on a plein de pistes. Là, on veut parler de la différence, les besoins, les désirs, mais a priori, c'est qu'on se donne pas le droit de ressentir ce qu'on ressent les humains. Il est surtout là le problème. Parce que là, tu vas te dire, oh, je me sens coupable. Oh non, je suis encore pas capable de prendre des responsabilités. Là, on part. Oui, c'est ça, c'est que ça part vite, là. Mais c'est ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne, c'est de... Quand on voit le cheval là, ou les chiens qui partent, là, tu sais, le jugement, là, puis l'accusation, puis la culpabilité, puis la honte, puis là, c'est parce qu'on... C'est correct qu'on ressente ça. C'est juste que les humains, au lieu de se dire j'ai le droit de me sentir comme ça, on se dit faut pas que je me sente demain. Non. Faut pas que je me sente demain. Faut pas que je me sente demain. Fait que là, on se braque, on est épuisé, là, on est préoccupé À pas se tout sentir. faire pour pas se sentir comme on se sent. Ouais. Fait que là, on se déconnecte, on échappe tout, on n'est pas bien, on devient irritable. C'est aussi pire qu'avoir faim, là. Tu sais, tu comprends? Ouais, on va s'investir, se surinvestir dans des affaires, justement, pour se déconnecter. ou pour compenser pour cette culpabilité-là. Tu sais, dans le fond, là, quand la culpabilité, elle apparaît, souvent, c'est parce que ça vient réveiller une blessure affective qu'on a, là, qui part tu sais, de nos relations dans notre enfance, puis tout ça. Puis, si on rejette la culpabilité, si on dit non, moi, j'en veux pas de la culpabilité chez nous. Moi, la parentalité bienveillante, j'en veux pas parce que ça me réveille ma culpabilité, là. Ça me fait sentir coupable parce que c'est difficile de le faire. Pourquoi c'est difficile de le faire? Parce que, justement, ça nous challenge dans notre propre maturité affective. Il y a rien comme l'immaturité d'un enfant pour tester la maturité d'un adulte. Puis on a toutes des bobos. On en a toutes des blessures affectives. Fait que c'est sûr que si je suis confrontée à ça, je vais avoir de la misère. Puis là, je serais pas capable. Puis là, pourtant, je l'ai lu, la capsule de Sarah Ahmed. Je l'ai lu, le livre. Puis là, je suis pas capable de le faire. Moi non plus, je suis pas capable de le faire, OK? Je les ai écrits, ces 2 livres-là, puis je suis pas capable de tout faire tout le temps. Ben non. Nous autres ici, comme parents, on grandit, on évolue, on apprend. Normal qu'on soit pas bon tout de suite, là. Mais si, parce que ma culpabilité est trop inconfortable, je dis, hey, lâche nous, je vais revenir à la bonne vieille autorité pure et dure, puis je vais me remettre à crier après parce que c'est ça qui marche, là. C'est plus facile. Pas de carottes, pas de dessert, c'est réglé. C'est à lui, là. C'est à lui à maturer plus vite pour se conformer à mes attentes parce que moi, compenser pour son immaturité, trop tough. Ben, si j'ai ce discours-là, que je rejette ça à cause de la culpabilité, ben, je m'empêche justement d'évoluer comme humain. Je m'empêche d'aller accéder à... C'est quoi les blessures affectives? C'est quoi les besoins non répondus à l'intérieur de moi qui font en sorte que c'est tough pour moi de l'accompagner. Mais ça, c'est super dur, tu sais. Dans le courant de la vie, là, de s'arrêter puis faire ça, là, c'est vraiment tough. Mais surtout au quotidien, puis je pense que tu viens de nommer, tu dis même moi qui l'ai intellectualisé au maximum, je veux dire, t'en as fait une maîtrise sur le sujet, là, tu sais, je veux dire, mais t'es pas capable nécessairement de le mettre en application 100% du temps. J'imagine, en tout cas, probablement plus souvent peut-être que d'autres, mais même quand on essaie, on dirait qu'il y a des fois des façons. On a plusieurs enfants aussi, parfois. Ils arrivent, tu sais, des fois, je champ gauche, tout ça, avec des exemples, avec des choses qui font que, oh mon Dieu, on dirait que ça vient de cruncher en dedans quelque chose que tu n'avais jamais vécu avant. Ouais. Fait que tu peux pas t'y préparer, tu peux pas faire un plan de match, tu peux pas l'intellectualiser, tu le sais pas. Non, puis même si tu l'as intellectualisé, la parentalité, c'est pas de connaître des affaires, c'est de vivre des affaires. Puis, mettons là, je reviens avec, j'ai une maman en tête, là, une de mes clientes qui a eu de l'intimidation toute sa vie. Elle s'est fait insulter, elle s'est fait frapper, elle s'est fait vraiment bardasser pendant tout son parcours scolaire. Fait qu'elle, quand sa petite de 4 ans, elle dit « Je t'aime pas, t'es méchante, va-t'en, t'es pas fine » ou qu'elle la frappe, mais ça vient réveiller quelque chose. Fait qu'elle on a beau avoir un plan d'intervention avec des moyens de quoi faire dans ce temps-là,
Elle, là, c'est son système nerveux. Là. Elle, là, sa tête sait qu'est-ce qu'il faut faire. Son cœur veut faire ça, mais son système nerveux, qui est marqué par ces traumas-là, Pas capable. il est out, là. Il est pas capable. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle dise, d'abord, je vais arrêter de faire de la parentalité bienveillante puis d'accompagner mon enfant pour ça? Ben non. Une petite bouchée à la fois, puis elle l'accompagne, cette maman-là, puis on revient sur les situations, puis on fait ensemble, puis tu sais, on revient là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire la prochaine fois? Puis on trouve beaucoup de moyens pour apaiser son système nerveux dans ce temps-là, parce que justement, elle se retrouve avec des gros besoins non répondus. Elle se retrouve en méga surcharge dans ce temps-là. normal. Fait qu'elle, c'est vrai là, que la technique qu'on va lire dans les livres, là, par étapes, ça marche pas. Elle, il faut d'abord qu'elle aille se réguler. Elle, il faut qu'elle aille se grounder. Il faut qu'elle aille son mantra, là, sa petite phrase d'ancrage qui rappelle ma fille, elle me manque pas de respect. Elle est immature parce qu'elle a un cerveau immature. Il faut qu'elle se rappelle, là, puis il faut qu'elle aille se réguler avant de revenir dans la situation pour intervenir adéquatement avec sa fille. Je comprends. Mais moi, je vais rajouter une Oui. parenthèse là-dessus. Oui, c'est important qu'elle fasse son mantra, comme tu dis, mais je pense aussi qu'elle peut se dire « Oh mon Dieu, ça m'affecte donc bien. » Ben oui, mais T'sais, c'est ça. Tu sais, avant d'aller, Ouais. moi, j'aurais une tendance à penser que c'est un peu comme l'oxygène encore. Tu sais, Ouais. ta minute, là, t'es bouleversé, là. Ouais. Ça vient, ça vient te piquer, là. Ça fait mal, là. Mais ça- Que c'est, tu sais, des fois, de dire, OK, je reconnais cette douleur-là. Tu sais, souvent, c'est parce que c'est des souvenirs de douleur qui n'ont pas été accompagnés. Fait que, tu sais, de se garder un journal de douleur, mettons, ou de blessure, ça peut être une bonne idée de dire, hey, je reconnais ça. J'ai déjà souffert de ça. Ça me. Ah, c'est quoi le souvenir? Tu sais, tu respires, tu fais, ah, c'est ça le souvenir qui me C'est ça. pop. Ouais. Puis tu fais, ah, ça, ah, OK. Ça m'avait fait de la peine. Ah, puis c'est plat, mais le but, c'est pas de dire, je vais aller rebroyer ce que j'ai pas broyé. C'est pas ça. C'est d'aller faire un espace pour ce qui a été vécu, puis à ce moment-là, qui a été vécu comme il pouvait être Ben oui, vécu. tu sais. avec ce qu'on avait, puis les Avec ce qu'on ressources qu'on avait, avait à exact. l'époque. Est-ce que le fait déjà de le ressentir, que ça revienne, puis de prendre le temps potentiellement de le noter, ça peut suffire? Tu sais, parce que des fois, des gens comme moi qui cherchent bien les solutions, les Ouais. process, Ouais. ben, ça peut déjà être une Tu sais, bonne première étape, puis on l'écriture, verra. Ça peut être un bon outil, mais tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais juste respirer dedans, là, ça fait un job. Ouais. Tu sais, moi, j'aime ça écrire, fait que je vais écrire. Ouais. Mais respirer dans de la colère, là, c'est vraiment particulier. Écrire une lettre de colère, ça fait du bien, il y a comme un qui sort. Ouais. Mais apprendre à respirer, parce que respirer dans de la joie, on sait comment faire. Ben, on est comme bien quand on est en joie, on est Ben comme oui, on savoure. On savoure, Quand on c'est en colère, s'épanouit, c'est rare on qu'on se sent savoure joyeux. Mais respirer dans de la colère, c'est de donner le droit à tes corps émotionnels, Ouais. intellectuels, mental, de tout goûter à la colère d'une shot dans toutes tes cellules. Ça veut pas dire que tu vas rentrer dans un centre d'achat puis tu vas tirer du gun, tu sais, sur du monde. Là. C'est pas ça, Non, là. non, non. La colère, c'est faire « je suis en colère ». Je me donne le droit d'être en colère, je me donne le droit de flamber 5 minutes au complet. Va C'est de crier dans l'accueillir. ton char, Ouais. c'est ça, c'est C'est d'y de faire de l'accueillir la ta place, vie. mais Juste parce que moi, je trouve qu'accueillir, tu sais, c'est gros comme mot. Tu sais, accueille-toi, t'es comme, oh mon Dieu, ça donne le goût de fesser dans un mur. Parce que je trouve que c'est parce que vide. des fois, c'est flou, c'est ça. C'est ça, c'est très flou. Accueille-toi, OK, mais Tu sais, je mais- fais comment? C'est ça, mais mettons que tu vis de la colère, mais tu sais, tu peux écrire une lettre de colère, tu peux aller crier dans ton char, tu peux te laisser. Là. Moi, je me rappelle, quand je me suis cassé la jambe l'hiver passé, là, j'étais en colère comme ça fait pas de bon sens. Puis un moment donné, j'ai fait, il va falloir que je me laisse flamber parce que je suis irritable là, dans toutes les situations. Je suis pas capable de me gérer. Je suis tellement dans ma résistance de ma colère parce que je vais exploser. Ouais. C'est souvent ça qu'on a peur, ça devient un tsunami ou qu'on se mette ça à casser dépend. des affaires. Puis je me suis dit, OK, là, de la merde. Là, je me suis assis, j'ai dit à toutes mes cellules de mon corps, là, tu sais, que ça soit holistique, ésotérique, whatever, je m'en fous. J'étais tellement maudit, là. Je pouvais pas vivre ça. Je pouvais pas rester. J'étais bien trop pognée. Puis je faisais juste de la gestion, là. Faut pas chauffer vos bouches. Ben, plus je me disais, faut pas chauffer, j'étais fâchée. tu sais. Ben oui. Mais à un moment donné, j'ai dit à mon corps, à mes cellules, à mes émotions, à mes cheveux, toutes mes organes, j'ai dit, fâchez-vous. J'ai été sur le sofa, je me suis donné le droit de flamber d'une shot. Je me suis fâchée, j'ai tout laissé la colère prendre la place. Là. Je me suis donné le temps, là, 20 minutes, 25 minutes. Écoute, Ça c'était doit pas être le fun. désagréable, c'est C'était ça. hyper désagréable. Mais j'étais tellement contente d'arrêter de me battre contre ce que je me sentais. Puis à un moment donné, j'ai fait, ça va mal, j'ai pas de fun. Et j'ai pleuré, j'ai crié, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai fait, OK, c'est ça, faire de la place. Mais c'est que c'est C'est de vivre. terrorisant. C'est de le vivre. Fait qu'écrire de lettre de colère, c'est un moyen. OK. Respirer, c'est un autre moyen. Il faut juste que tu trouves qu'est-ce qui fit. Puis ça veut pas dire Pour que... toi, tu sais, je veux dire, on a Oui, c'est ça. On a toutes des techniques différentes, là, tu sais. Puis c'est pas tous les mêmes moyens qu'on va utiliser pour les mêmes non. émotions non plus. Ah, OK. Tu sais, c'est pas parce que t'aimes écrire
ta colère que tu vas être capable d'écrire ta tristesse. Ça veut pas dire. Tu comprends? OK, oui, je comprends. C'est des moyens, puis il faut qu'on Ça se se peut promène, que qu'on oui, devienne mais- à l'écoute de bon, comment j'ai le goût d'extérioriser ça, là? Comment je pourrais. Le but, c'est de la canaliser vivre, ça. peu Le importe. but, c'est Il y de en la a vivre. qui, à la limite, ça va être dans le sport, Ben oui, ça va être dans les arts. dans les C'est arts. exact. OK. La méditation peut être une façon aussi de se reconnecter à soi. Peu Exact. importe, dans le fond, le moyen qu'on va trouver, le but, c'est de se connecter. Puis c'est probablement d'en tester. Ouais, Tu sais, parce que ça. moi qui est un peu performante, tu sais, on aime bien ça que le premier Et pas qu'on de teste, ça même. fonctionne. Mais tu sais, se connecter à soi aussi, tu sais, pour plusieurs personnes, c'est très flou, là. Oui, c'est vrai. Mais se connecter à soi de base, là, c'est vraiment se donner le droit de ressentir ce qu'on ressent sans se juger. Mais c'est ça, c'est de s'auto-valider, c'est sûr. Ouais, ouais. auto-valider. Tu sais, justement, dans la situation, parce que, tu sais, la précision que tu apportais de dire, ouais, mais il faut que, tu sais, d'abord qu'elle se donne le droit là, de se sentir comme ça. Ouais. Puis effectivement, avant de faire quoi que ce soit, quand elle se retire, il faut C'est ça. qu'elle s'auto-valide de dire, hey, t'as de la peine, puis t'as raison d'avoir de la peine. Comme on Ça fait de la peine de se faire rejeter par la C'est personne que t'aimes le plus au monde. C'est ça. T'as raison d'avoir envie de pleurer. Pleure! Pleure-la! Ta tristesse. T'es blessé, là. Pleure-la, ta blessure. Puis après ça, là, Oui. Oui, je comprends. Ouais. On va être plus en selle. Pleure ce que tu ne peux pas changer. Oui. C'est une façon de vivre, de l'accepter. Ouais. C'est clair. Parce que c'est par nos larmes de tristesse, justement, qu'on va accéder à cette acceptation-là que c'est vraiment de la chenoute ce que je suis en train de vivre. J'haïs ça. Je voudrais pas que ma fille me parle comme ça. Je veux plus vivre comme ça. Je veux pas avoir été intimidée tout le monde. Je veux pas Mais- que ça se soit passé, mais ça s'est passé puis j'ai pas de pouvoir là-dessus. Fait qu'il y a rien d'autre à faire que de le pleurer, cette C'est vrai. affaire-là, tu sais. Oui. Mesdames, ça a passé tellement vite. Mais je vous dis tout de suite, on se retrouve pour un autre épisode. Ah! Là, j'hésite là, parce qu'on enregistre à savoir si je vais sortir les deux en même temps ou une semaine à la suite de l'autre parce qu'on n'a pas encore répondu à la différence entre un désir ou un besoin. Puis je veux qu'on puisse se donner encore des explications sur comment répondre à nos besoins quand on est en contexte familial avec le coparent, avec les enfants, avec d'autres adultes, dans un contexte même au travail à la limite, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors merci à Sarah Hamel, psychoéducatrice. Merci à Mélanie Ganimé, humoriste et consultante en relations d'aide. Je m'appelle Maggie Bélanger. Vous le savez à quel point ça me fait plaisir d'animer ce podcast-là, parce que le but, au fond, c'est qu'ensemble, on soit à la hauteur de nos tout-petits. Bye bye.